Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un homme qui incarne à lui seul l'un des visages les plus complexes et fascinants de la Côte d'Ivoire contemporaine. Un nom qui résonne à la fois dans les cercles économiques, politiques et même familiaux, Jean-Louis Billon. Mais qui est-il vraiment? Pour certains, c'est l'héritier d'un empire industriel bâti par son père, le fameux groupe Sifka, géant de l'agro-industrie ivoirienne. Pour d'autres, c'est un homme politique ambitieux, qui pourrait un jour prétendre aux plus hautes fonctions de l'État. Et pour beaucoup, c'est surtout une personnalité intrigante, à la frontière entre le monde des affaires et celui du pouvoir, entre tradition et modernité, entre héritage et ambition personnelle. Dans ce récit, nous allons raconter son parcours, depuis ses racines familiales à Bouaké jusqu'au couloir du pouvoir à Abidjan. Nous allons voir comment un fils d'entrepreneur est devenu chef d'entreprise, puis ministre, puis opposant politique. Un homme qui incarne à lui seul les contradictions de la Côte d'Ivoire, prospérité et inégalité, ouverture sur le monde et attachement aux traditions, ambition personnelle et service public. Préparez-vous à découvrir l'histoire d'un destin hors du commun. Pour comprendre Jean-Louis Billon, il faut revenir à ses origines. Il est né en 1964, à Bouaké, la grande ville du centre de la Côte d'Ivoire. Bouaké, à cette époque, n'est pas seulement une ville carrefour, c'est aussi une plaque tournante commerciale, un centre de vie bouillonnant. Et c'est là que grandit le jeune Jean-Louis, au cœur d'une famille pas comme les autres. Son père, Pierre Billon, est déjà une figure connue. Industriel visionnaire, il a fondé en 1964 la Société ivoirienne de finance et de commerce agricole, plus connue sous le nom de Sifka, une entreprise qui va rapidement devenir un mastodonte dans l'agro-industrie, huile de palme, EVA, sucre, coton, bref, tout ce qui fait battre le cœur agricole de la Côte d'Ivoire. Jean-Louis grandit donc dans cet environnement particulier, celui d'un enfant privilégié, mais aussi d'un fils placé très tôt face à une responsabilité immense. Car derrière le confort matériel, il y a une mission, perpétuer et développer l'héritage familial. Mais Bouaké n'est pas qu'une ville d'affaires pour lui. C'est aussi une terre de métissage, de diversité culturelle, où se côtoient commerçants, cultivateurs, étrangers venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Un lieu où Jean-Louis apprend très tôt ce qu'est la richesse des différences, mais aussi les fractures sociales. Son enfance est donc marquée par ce double univers. D'un côté, le confort d'un fils d'industriel, et de l'autre, la conscience d'un pays encore jeune, fragile, marqué par les inégalités. Une contradiction qui va le poursuivre toute sa vie. Les Billon ne laissent rien au hasard. Dès le départ, l'éducation de Jean-Louis est pensée comme une préparation au leadership. Il fréquente les meilleures écoles, en Côte d'Ivoire d'abord, puis à l'étranger. Son père sait qu'un jour, il devra reprendre l'empire familial. C'est dans ce contexte que Jean-Louis entame ses études secondaires en France. Un choix stratégique, l'ouverture au monde, le contact avec d'autres cultures, la rigueur académique européenne. À Paris, il découvre une autre réalité, loin des rues de Bouaké. Il apprend à s'adapter, à se faire une place, à comprendre les codes d'un univers cosmopolite. Mais ce n'est pas tout. Après la France, il s'envole pour les États-Unis, terre des opportunités et du capitalisme triomphant. Il étudie d'abord à l'Université du Michigan, puis à l'Université de Californie à Los Angeles, où il obtient un MBA, un diplôme prestigieux qui va façonner sa vision, le management moderne, la compétitivité internationale, la logique des grands marchés. Aux États-Unis, Jean-Louis découvre aussi une autre manière de penser le business, plus directe, plus agressive, mais aussi plus ouverte. Il fréquente des étudiants venus du monde entier, échange avec des professeurs renommés, apprend les rouages de la finance et du marketing global. Cette période va être décisive. Elle forge chez lui la conviction que la Côte d'Ivoire peut et doit jouer dans la cour des grands. Qu'un pays africain peut être compétitif sur les marchés mondiaux, à condition d'oser investir, de se moderniser et de s'ouvrir. Diplômé, armé de cette expérience américaine, Jean-Louis Billon ne rentre pas tout de suite au pays. Il travaille d'abord aux États-Unis, dans différentes entreprises. Il y découvre la dure réalité du monde du travail occidental. Rien n'est jamais acquis, tout se mérite, même quand on vient d'une famille aisée. Mais très vite, l'appel de la Côte d'Ivoire se fait sentir. Son père vieillit et l'empire familial a besoin de nouvelles énergies. Le pays, lui, connaît ses propres mutations. Les années 80 sont marquées par des crises économiques, une dette croissante, un besoin urgent de modernisation. En 1988, Jean-Louis prend une décision. Il rentre en Côte d'Ivoire. Un retour qui n'est pas seulement motivé par la famille, mais aussi par une conviction personnelle. Il veut participer à l'avenir de son pays. À seulement 24 ans, il revient avec un bagage exceptionnel, une éducation française, un MBA américain, et surtout une vision du monde des affaires que peu de jeunes Africains de son âge possèdent. Mais ce retour n'est pas un choix anodin. Il sait que derrière l'appel du pays, il y a aussi une mission, reprendre le flambeau familial. Le groupe Sifka, fondé par son père Pierre Billon, est déjà un géant, mais il doit se moderniser. Les marchés changent, la concurrence s'intensifie, la Côte d'Ivoire traverse des turbulences économiques. Jean-Louis ne veut pas seulement hériter, il veut transformer, innover, donner une dimension nouvelle à ce qui a été construit.
C'est dans cet état d'esprit qu'il commence à travailler aux côtés de son père. Il apprend, observe, écoute, mais il apporte aussi ses propres idées. Il croit à l'expansion internationale, au partenariat stratégique, à une gestion plus moderne et transparente. Rapidement, il se fait remarquer, non seulement par ses compétences, mais aussi par son énergie et sa vision. Là où d'autres auraient pu se contenter de gérer un héritage, Jean-Louis veut le propulser plus loin. Au fil des années 90, le jeune héritier prend de plus en plus de place dans le groupe. Puis, au début des années 2000, il en devient officiellement le président-directeur général. Dès son arrivée aux commandes, il impose un style différent. Il réorganise les filiales, développe de nouveaux partenariats, notamment avec des géants internationaux comme Wilmar et Olam. Cette stratégie permet à Sifka de renforcer sa position en Afrique de l'Ouest, mais aussi de s'inscrire dans le jeu mondial de l'agro-industrie. Sous son leadership, Sifka devient l'un des plus grands groupes agro-industriels d'Afrique. Huile de palme, caoutchouc, sucre, l'entreprise s'impose comme un pilier incontournable de l'économie ivoirienne. Des dizaines de milliers d'emplois, des exportations massives, une contribution essentielle au PIB du pays. Mais la réussite de Sifka n'est pas seulement économique, c'est aussi une réussite d'image. Jean-Louis Billon incarne une nouvelle génération de patrons africains, éduqués à l'international, mais fièrement ancrés dans leur pays. Il symbolise l'idée qu'on peut être africain et compétitif à l'échelle mondiale. Bien sûr, tout n'est pas simple. Le groupe traverse des crises, fluctuations des prix mondiaux, tensions sociales, critiques sur les conditions de travail dans certaines plantations. Mais à chaque fois, Jean-Louis s'efforce d'apporter des réponses, parfois imparfaites, mais toujours stratégiques. Alors qu'il s'impose comme un grand capitaine d'industrie, une autre tentation se fait jour, la politique. En Côte d'Ivoire, le lien entre les affaires et le pouvoir est ancien. Et Jean-Louis Billon n'échappe pas à cette réalité. Mais pourquoi se lancer en politique, alors qu'il aurait pu se contenter de son rôle d'homme d'affaires prospère? Pour certains, c'est une ambition personnelle, la volonté de se hisser au sommet, de devenir un acteur majeur de la scène nationale. Pour d'autres, c'est une suite logique. Avec sa fortune, son réseau, son aura, il avait presque un devoir de servir son pays. En 2001, il franchit le pas. Il se présente aux élections locales et devient maire de Dabakala, sa région d'origine. Ce choix n'est pas anodin. Il montre qu'il ne veut pas seulement rester dans les salons feutrés d'Abidjan, mais aussi s'ancrer dans une base locale. Comme maire, il découvre une autre facette du pouvoir. Les réalités quotidiennes, les attentes des populations, la difficulté à satisfaire tout le monde. Loin des chiffres et des bilans financiers, il se confronte aux routes à réparer, aux écoles à équiper, aux jeunes en quête d'emploi. Et c'est là qu'il comprend une vérité essentielle. La politique est un art bien différent du business. Dans l'entreprise, les décisions sont verticales, rapides, stratégiques. En politique, elles doivent composer avec les rivalités, les compromis, les sensibilités locales. Fort de son expérience de maire, Jean-Louis Billon élargit rapidement son influence. En 2013, il est élu président du Conseil régional du Hambol, une région clé du centre-nord de la Côte d'Ivoire. À ce poste, il s'investit dans des projets de développement, infrastructures routières, électrification, soutien à l'éducation. Il veut incarner un leadership local fort, proche des réalités, et montrer qu'il n'est pas seulement un héritier de fortune. Son style de gestion séduit certains, mais agace d'autres. On l'accuse parfois d'utiliser ses moyens financiers pour asseoir son pouvoir politique. On lui reproche aussi d'avoir une vision trop business, pas assez sociale. Mais malgré les critiques, Jean-Louis Billon gagne en stature. Il devient une figure incontournable de la région, et surtout un nom qui commence à circuler sérieusement dans les discussions sur l'avenir politique du pays. À ce stade, Jean-Louis Billon a réussi deux paris, devenir un grand patron respecté, à la tête d'un empire agro-industriel. S'ancrer dans la vie politique locale, en tant que maire et président de région. Mais le plus grand défi l'attend encore. Intégrer le gouvernement, siéger aux côtés des ministres, peser sur les choix nationaux. Et c'est précisément ce qui va se produire. Dans les années 2010, quand Jean-Louis Billon sera appelé à devenir ministre du Commerce. Un tournant qui marquera l'apogée, mais aussi le début des controverses. En 2012, un nouveau cap s'ouvre pour Jean-Louis Billon. Le président Alassane Ouattara, qui vient de s'installer solidement au pouvoir après la crise post-électorale de 2010-2011, cherche à donner une image d'ouverture. Il veut un gouvernement qui associe technocrates, politiciens aguerris, mais aussi figures du secteur privé. C'est dans ce contexte que Jean-Louis Billon est nommé ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Un portefeuille stratégique, car il touche directement au développement économique et à la création d'emplois. Pour lui, c'est une consécration. Après les affaires, après la politique locale, le voilà désormais au cœur de l'État. Un homme d'affaires devenu ministre, avec la mission d'appliquer à l'échelle nationale les méthodes qu'il a testées dans son groupe et sa région. Dès son arrivée, Jean-Louis Billon affiche un style direct. Il veut moderniser le commerce, rendre les circuits plus transparents, dynamiser les petites et moyennes entreprises, et redonner un souffle à l'artisanat. Il lance des réformes pour simplifier la création d'entreprises,
encourage l'accès des PME au financement et plaide pour une meilleure intégration des producteurs locaux dans la chaîne de valeur nationale. L'une de ses grandes batailles, c'est l'organisation des marchés. Il veut mettre fin au monopole, ouvrir des opportunités aux jeunes entrepreneurs et favoriser une concurrence plus saine. Un discours qui séduit, mais qui dérange aussi certains intérêts établis. Dans le domaine de l'artisanat, il mise sur la valorisation des savoir-faire traditionnels. Pour lui, l'artisan ivoirien doit avoir une place sur les marchés internationaux. Il parle de Made in Côte d'Ivoire, une étiquette de qualité capable de rivaliser avec les produits importés. Ces réformes font de lui un ministre remarqué, parfois même applaudi par la jeunesse et par les acteurs économiques émergents. Mais la politique, ce n'est pas seulement une question de vision. C'est aussi une question de rapport de force. Très vite, Jean-Louis Billon se heurte aux résistances. Certains hauts fonctionnaires freinent ses initiatives. Des lobbies puissants voient d'un mauvais œil ses réformes. Et au sein même du gouvernement, son franc-parler dérange. Il ne ménage pas ses critiques, y compris contre les lenteurs administratives et la corruption. Cette attitude lui vaut une image de ministre trop indépendant, parfois jugé incontrôlable. En 2017, après 5 ans passés au gouvernement, Jean-Louis Billon quitte son poste. Officiellement, c'est un simple remaniement. Mais dans les coulisses, beaucoup parlent d'un départ forcé, lié à ses prises de position et à ses ambitions jugées trop grandes. Car derrière l'image du ministre réformateur, Jean-Louis Billon traîne aussi des controverses. La première concerne sa fortune personnelle. À la tête de Sifka, actionnaire de plusieurs multinationales, propriétaire de terres et d'investissements divers, il est considéré comme l'un des hommes les plus riches de Côte d'Ivoire. Certains voient en lui un milliardaire qui veut faire de la politique. Une image qui peut séduire une élite, mais qui l'éloigne parfois des classes populaires. La seconde critique touche à son style direct. Jean-Louis Billon n'a pas peur de dire ce qu'il pense, y compris sur les sujets sensibles. La gouvernance, la démocratie, l'alternance politique. Ce franc-parler lui attire le respect de certains, mais aussi l'hostilité des cercles du pouvoir. Enfin, il y a sa double identité, à la fois chef d'entreprise et homme politique. Ses adversaires l'accusent de mélanger les genres, de défendre des intérêts privés sous couvert de discours publics. Lui, au contraire, affirme que son expérience d'entrepreneur est une force, un atout pour réformer l'État. Depuis son départ du gouvernement, Jean-Louis Billon ne s'est pas effacé. Bien au contraire, il a multiplié les prises de parole. Il est membre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, l'un des plus vieux partis du pays. À travers cette plateforme, il porte un discours sur la modernisation du pays, l'importance de l'alternance démocratique et la nécessité de préparer une nouvelle génération de leaders. Son credo est clair. La Côte d'Ivoire doit diversifier son économie, au-delà du cacao et du café. Le pays doit investir massivement dans l'éducation et l'innovation. Les jeunes doivent être placés au cœur du développement, car ils représentent la majorité de la population. Pour lui, l'Afrique ne doit plus être seulement une terre de matières premières, mais aussi une terre d'industrie et de technologie. Derrière ces discours, une question revient sans cesse. Jean-Louis Billon a-t-il des ambitions présidentielles? Beaucoup en sont convaincus. Avec son profil d'homme d'affaires, son expérience politique, son indépendance de ton, il apparaît comme un candidat potentiel. Certains le voient comme une alternative crédible à la vieille garde politique ivoirienne. Mais ses chances réelles restent difficiles à mesurer. D'un côté, il dispose d'un réseau puissant, de moyens financiers, et d'une image de modernité. De l'autre, il est confronté à un paysage politique verrouillé, où les alliances et les rivalités sont féroces. Lui, en tout cas, ne ferme aucune porte. Il parle de servir son pays, d'assumer ses responsabilités, et laisse entendre qu'il pourrait, le moment venu, se lancer dans la course suprême. Au-delà de la politique, l'histoire de Jean-Louis Billon interroge sur une question plus large, celle de l'héritage. Il est l'héritier d'un empire familial, mais il n'a pas choisi la facilité. Il a travaillé, modernisé, ouvert son groupe au monde. Il est entré en politique, non pas pour se contenter d'un titre, mais pour influencer le destin de sa région et de son pays. Aujourd'hui, il incarne une figure paradoxale, un patron moderne, admiré pour sa vision et son efficacité. Un politicien dérangeant, critiqué pour son indépendance et sa fortune. Un leader en devenir, qui symbolise à la fois l'héritage et l'ambition. Alors, qui est vraiment Jean-Louis Billon? Un héritier chanceux, propulsé par la fortune familiale? Ou un homme déterminé, qui a choisi de transformer cet héritage en un levier pour servir son pays? Peut-être les deux. Car l'histoire de Jean-Louis Billon est celle d'un équilibre fragile, entre ce que l'on reçoit et ce que l'on construit, entre l'ombre d'un père fondateur et la lumière d'un destin personnel. Quoi qu'il en soit, il reste l'une des figures les plus intrigantes de la Côte d'Ivoire contemporaine. Un homme qui, dans les années à venir, pourrait bien jouer un rôle déterminant dans l'avenir du pays. Un nom à retenir. Jean-Louis Billon.